êtes l'auteur de La bataille de Paris, 17 octobre 1961, un livre qui a été publié au Seuil en 1991 à l'occasion du 30e anniversaire de cet événement. Le 20 mai de l'année dernière, en 1998, vous avez publié dans Le Monde un point de vue intitulé « Octobre 1961 ». Pour la vérité, enfin, dans lequel vous réaffirmiez le constat du livre que je viens de citer, c'est-à-dire qu'il y avait eu ce jour-là à Paris un massacre perpétué par des forces de police agissant sous les ordres de Maurice Papon, alors préfet de police de Paris, ce qui vous a valu d'être par lui attaqué en diffamation. Alors nous allons parler de cet événement, du procès qui vient de se dérouler, mais tout d'abord vous êtes éducateur au ministère de la Justice, vous êtes chercheur et historien. Alors j'aimerais savoir dans quelles circonstances vous avez été amené à vous intéresser à cet événement. Écoutez, j'ai écrit d'autres livres précédemment, et donc c'est si vous voulez, dans la continuité de mes recherches et de mon activité d'écrivain, qu'à un moment donné, j'ai eu la possibilité de consulter des archives concernant ces événements, voyez-vous, dont j'avais connaissance. Je savais que un massacre avait eu lieu, mais enfin, entre le fait d'avoir une connaissance vague et le fait d'établir les faits, il y a une grande différence. Donc, j'ai entrepris ce travail en 1986. Ça m'a pris quelques années. Voilà, donc si vous voulez, c'est dans la continuité d'un travail de recherche et d'écriture antérieur. Alors comment expliquez-vous justement, vous dites vous-même vous en aviez un souvenir vague, les témoins que vous avez interrogés, notamment les hommes politiques, je pense au témoignage d'Edgar Pisani, avaient complètement occulté cet événement, semble-t-il. Alors pourquoi a-t-il fallu attendre plusieurs décennies? C'est vrai, on en parle depuis quelques années. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour qu'on en reparle? Ça fait partie de tout ce silence autour de la guerre d'Algérie? C'est-à-dire que dans ce cas précis, je crois qu'il y a eu en gros deux sortes de phénomènes, hein. D'une part, il y a eu une volonté délibérée d'étouffer, d'empêcher, d'interdire une connaissance de ce qui s'était produit, et ça au moment même des faits. Hein. Et ça a été la responsabilité du préfet de police de l'époque, Maurice Papon, hein, qui a véritablement tout fait pour que rien ne soit connu. Et puis ça a été la responsabilité du pouvoir politique de l'époque, hein, qui s'est opposé à ce qu'il puisse y avoir, par exemple, une commission d'enquête parlementaire. Enfin bon, donc vous voyez, il y a eu ça principalement. Hein, cette volonté d'étouffer ce crime qui venait d'avoir lieu. On peut en comprendre les raisons, hein, parce que ça a eu lieu à Paris, à Paris, en banlieue parisienne, tout de même, dans la capitale d'un pays qui se veut le pays des droits de l'homme. Hein. Bien. Alors ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que, disons que dans sa majorité, la population française, de toute façon, n'était pas prête et ne cherchait pas forcément à savoir cette vérité. Bon, vous savez, en arrière-fond, il y a quand même l'idée répandue, qu'il ne s'agissait que d'Algériens, hein, voilà, qui n'étaient pas considérés à l'égal de Français de France, hein. Voilà. Et puis l'autre dimension aussi, c'est que les victimes, n'avaient pas droit à la parole. Ces Algériens qui ont été victimes n'avaient pas le droit à la parole. En plus, un grand nombre d'entre eux étaient analphabètes, hein, n'avaient pas accès à l'écrit, et puis n'avaient pas le droit à la parole, tout simplement. Depuis des années, en France et en banlieue parisienne particulièrement, il faut savoir que les Algériens vivaient sous un régime de terreur.
particulier de terreur policière. Ces immenses bidonvilles qui existaient à Nanterre étaient le théâtre de descentes régulières de police, de police française, de supplétifs. Et ces gens vivaient sous un régime véritablement de terreur. C'est d'ailleurs le paradoxe de cette période, c'est-à-dire que on était dans un régime démocratique, hein, avec des élections, avec une presse, avec bon. Et au sein de ce régime, eh bien, il y avait une partie de la population qui, rappelons-le, était officiellement française. On parlait de Français musulmans d'Algérie. Hein. Eh bien, au sein de parmi toute cette population, il y avait une partie vivait sous un régime qui, lui, n'était pas du tout démocratique. Hein. Et c'est ce qui a permis que, en partie, que de tels événements, eh bien, puissent être en définitive occultés. Hein. Parce que, au fond, vous savez, ce qui s'est produit à ce moment, hein, ce massacre-là, c'est si vous voulez, le paroxysme, hein, de pratiques qui s'étaient répandues. Vous comprenez que on ne débouche pas sur de tels agissements comme ça, brutalement. Non, c'est produit par des pratiques qui se sont répandues depuis déjà des années. Et puis il faut bien comprendre qu'il s'agit de retomber en France, sur le territoire, disons, métropolitain, comme on disait à l'époque, de cette guerre qui avait lieu en Algérie, hein, depuis 1954, et que c'est au fond le produit d'une gangrène, si vous voulez. Hein. Donc c'est des événements qui sont très liés, hein, à cette situation de guerre, avec tout ce que ça peut produire dans les mentalités, tout ce que ça peut produire comme haine, hein, comme mépris de celui qui est perçu comme l'ennemi, hein, comme suspect. Bon. C'est des événements qui sont donc à resituer dans ce contexte. Alors vous me parliez de quelqu'un comme Edgar Pisani. Ben oui, Edgar Pisani, qui pourtant est devenu par la suite président de l'Institut du monde arabe. Eh bien, quand il était ministre, hein, il était ministre de l'Agriculture à ce moment-là, hein, eh bien, il n'a gardé aucun souvenir. Et je pense qu'il est effectivement, quand il me disait ça, il était effectivement sincère. Hein. Et pourtant, quoique, ça a été abordé en Conseil des ministres, hein, puisque certains ministres, tels que Robert Buron et Pierre Sudreau, ont demandé qu'il y ait une enquête, hein, et on fait part, autant que je sache, de leur condamnation de ce qui venait de se produire. Hein. Bien, et que par ailleurs, quelqu'un qui était à l'époque porte-parole du gouvernement, qui s'appelait Louis Ternoir, bien, qui à l'époque a, disons, fait part de la version officielle, mensongère, des années plus tard, hein, a parlé de ratonnade. Hein, a reconnu des années plus tard la vérité. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal que quelqu'un comme Edgar Pisani, lui, n'ait rien retenu. C'est sans doute que, au fond, durant toutes ces années où tant de morts ont eu lieu, hein, parce que tout de même, c'est par centaines de milliers qu'on peut compter les victimes de cette guerre d'Algérie, guerre qui n'est reconnue comme telle que depuis très peu de temps. Hein. Eh bien, au fond, c'était vécu sans doute comme un épisode parmi beaucoup d'autres. Et puis voilà, après, on passe à autre chose. Hein. Alors justement, Jean-Luc Einaudi, vous dites qu'il faut resituer les choses dans leur contexte et que ce 17 octobre 1961 n'est pas arrivé par hasard. Alors peut-être faut-il rappeler pour nos auditeurs que cette guerre durait, comme vous l'avez rappelé, depuis 7 ans. Où en était-on exactement à ce moment-là, ce mois d'octobre 61? Des négociations de paix étaient largement engagées.
Largement, pas si largement que ça, justement, puisque, disons qu'il y avait eu des pourparlers qui avaient commencé, mais les négociations avaient été rompues au mois de juillet 1961. Vous voyez, il y avait eu rupture sur la question de l'avenir du Sahara. Hein, le Sahara avec évidemment toutes les ressources pétrolières, les essais nucléaires. C'était un enjeu tout à fait important. Et donc ça avait rompu à Lugrin sur cette question. Et là, on se trouvait dans une situation où est-ce que des négociations allaient reprendre? On pouvait le penser, mais enfin, rien n'était fait. Et puis, il y avait un désaccord tout de même important au sommet de l'État français entre De Gaulle, qui voulait en finir avec cette guerre qui hypothéquait beaucoup la politique française, et qui, dès le mois de septembre, avait annoncé des concessions sur le Sahara, précisément, et puis le Premier ministre Michel Debré, qui, lui, était tout à fait en désaccord avec cette évolution, et qui, d'ailleurs, en septembre, a donné sa démission à De Gaulle. Autre élément très important, c'est que dans cette période-là, on a le développement des activités terroristes de l'organisation armée secrète, l'OAS. Au mois d'avril 1961, il y a tout de même eu la tentative de coup d'État militaire, et se sont multipliées donc les activités terroristes de l'OAS, alors essentiellement sur le territoire algérien, mais aussi en France. Et il faut rappeler que le premier attentat de l'OAS visant à tuer De Gaulle a lieu au mois de septembre. Donc vous voyez, on se trouve là dans une situation de crise tout de même très aiguë, hein, et c'est dans ce contexte-là qu'ont lieu ces événements, hein, avec, si vous voulez, les manipulations, les complots, enfin, une ambiance tout de même très particulière, hein. Alors vous expliquez également, Jean-Luc Einaudi, l'état d'esprit de la police par le nombre d'attentats qui avaient été perpétrés contre elle. Plusieurs dizaines de policiers, vous allez nous rappeler le chiffre exact. Et le FLN, officiellement, les dirigeants du FLN, qui étaient, je crois, en Allemagne à ce moment-là, avaient décidé d'arrêter les attentats terroristes. Alors, est-ce qu'ils ont été écoutés? Quelle était la position? Est-ce que le FLN était en France en position de force dans la communauté algérienne? Ah oui, tout à fait, hein. Le FLN encadrait de très près l'immigration algérienne, surtout en région parisienne, hein. Bon, c'était différent dans le nord et l'est de la France, où il y avait un autre mouvement nationaliste qui continuait à être important, hein, le MNA de Messaliadj, mais enfin en région parisienne, le FLN contrôlait de très près l'immigration algérienne. Alors, concernant ces attentats contre les policiers, il y a eu de la fin août au début octobre 1961 11 policiers qui ont été tués à Paris et en banlieue parisienne par des groupes armés du FLN, hein. Il est certain que ça a, si vous voulez, exacerbé un désir de vengeance, hein, et que ça a joué un rôle dans ce déchaînement de violence, hein. C'est absolument certain. À l'origine, ces attentats devaient être commis contre des policiers qui s'étaient fait remarquer par des exactions contre des Algériens. Bien. Alors c'est sans doute vrai dans un certain nombre de cas, mais il est certain aussi que dans un certain nombre d'autres cas, c'est des policiers qui ont été tués parce que ils étaient policiers, tout simplement, hein. Voilà. Et donc, si vous voulez, ça, c'est vrai que ça, dans la police, il y a quelque chose de très fort, c'est l'esprit de corps, hein. Et donc ça a contribué fortement à cette réaction très largement répandue
consistant à vouloir se venger. Hein, mais là, contre l'ensemble d'une communauté, voyez-vous. Hein. Et d'ailleurs, depuis déjà des années, et tout particulièrement depuis 1958, avec l'arrivée au poste de préfet de police de Maurice Papon, la répression, si vous voulez, contre le FLN était peu à peu devenue une répression contre toute une communauté. Hein. Et il faut rappeler que dès la fin du mois d'août 1958, il y avait eu un premier couvre-feu contre l'ensemble alors à l'époque on parlait de Nord-Africains, que des rafles avaient eu lieu et que les gens avaient été internés à ce moment-là au Veldiv, là où quelques années auparavant les Juifs raflés par la police parisienne avaient été internés avant d'être déportés vers les camps d'extermination nazis. Eh bien, en 1958, sous la responsabilité de Papon, on interne des Algériens au Veldiv. Et il y avait eu à l'époque quelques protestations, des gens qui ça paraissait absolument insupportable. Hein. Mais enfin, c'est une mesure qui a pu être prise sans que ça ne pose de problème au gouvernement de l'époque, vous voyez. Et alors, donc, peu à peu, c'est une répression collective qui s'est développée. Et au fond, l'Algérien, ou du moins la personne, supposait-elle, parce que, encore une fois, officiellement, on parlait de Français musulmans d'Algérie. Comment reconnaître un Français musulman d'Algérie d'un Français métropolitain? Eh bien, dans la pratique, par l'apparence physique, hein, par l'idée que tel ou tel policier se fait de l'Algérien, hein, c'est-à-dire par une typologie à caractère raciste, en définitive. Et donc, il s'est développé une pratique à caractère raciste à l'occasion de rafles qui sont devenues quotidiennes. Hein. Les gens étaient emmenés, il y avait un camp qui s'était ouvert en plein bois de Vincennes, hein, et chaque jour, des rafles avaient lieu. Et donc, sous la responsabilité de Papon, véritablement, une répression s'est développée contre l'ensemble d'une population. Et il faut rappeler que quelques jours avant ce massacre, il y a eu un couvre-feu, un nouveau couvre-feu qui a été décrété, qui s'appliquait à l'ensemble de la population originaire d'Algérie, hein, qui donc, par un communiqué de la préfecture de police, se voyait supprimer le droit de sortir après 20 heures le soir, hein, de circuler à plus de 2 durant la journée, etc. Bien. Et c'est contre ce couvre-feu qu'ont eu lieu ces manifestations du 17 octobre 1961. Avant de parler de ce qui s'est passé exactement le 17 octobre, Jean-Luc Hénaudy, une toute petite parenthèse, vous parliez tout à l'heure des dissensions au sommet de l'État. Il faut peut-être rappeler, et vous rendez hommage à un homme politique, c'est Edmond Michelet, le ministre de la Justice, qui a été démissionné, qu'on a obligé à démissionner quelque temps avant. C'est-à-dire que Edmond Michelet, qui donc a été garde des Sceaux jusqu'à la fin août 1961, avait été donc déporté à Dachau, était hostile à l'usage de la torture, hein, qui au cours de ces années de la guerre d'Algérie, la torture c'est tout de même la grande question, hein. Et d'ailleurs je vous signale que officiellement on continue à nier. Et alors il y a véritablement quelque chose dans cette, c'est une parenthèse là, mais qui me paraît quand même très importante. Dans ces négations officielles, je dirais, des autorités de l'État, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement dangereux, hein, parce que ces pratiques ont bel et bien eu lieu et n'ont pas été le fait, si vous voulez, d'initiatives individuelles, d'individus particulièrement sadique. Non, c'est pas ça. Ça a été une pratique institutionnalisée.
Hein. Alors, à ne pas reconnaître à un moment donné et à examiner sur un plan historique cette pratique, eh bien, on s'interdit de pouvoir y réfléchir et comment dirais-je, de façon concomitante, eh bien, on permet à un certain nombre de conceptions de perdurer de cette façon. Hein. Donc, Michelet, quant à lui, était hostile à la torture. Hein. Il était également, pour autant que je sache, hostile aux exécutions de condamnés à mort. Bien, ça faisait des désaccords importants avec le Premier ministre Debré. Hein. Et en plus, je vous rappelle que Edmond Michelet demeurait lié à Témoignages chrétiens. Hein. Hors Témoignages chrétiens, avait des positions politiques qui étaient favorables à la perspective de l'indépendance de l'Algérie et favorables à des négociations. Bien. Je vous rappelle que Hervé Bourges, qui a fait partie du cabinet d'Edmond Michelet, hein, eh bien, en 1961, était rédacteur en chef de Témoignages chrétiens. Bon, donc vous voyez, il y avait véritablement des désaccords politiques forts entre Michelet et le Premier ministre principalement. Et Debré voulait depuis longtemps, Debré et, disons, derrière lui, tous ceux qui étaient pour une politique, disons, de durcissement de la répression, hein, et en arrière-fond qui finalement était hostile à une perspective d'indépendance de l'Algérie, dont Papon, eh bien, ces gens voulaient que Michelet soit, l'obstacle Michelet soit levé. Hein, et finalement, ils ont obtenu gain de cause à la fin août 61, et c'est la raison pour laquelle on a assisté immédiatement à un durcissement de cette répression, et c'est l'argument d'ailleurs qui a été invoqué par le FLN pour justifier ces attentats. Hein. Donc vous voyez, on a là un cycle de violence qui s'est développé. Hein. Mais Michelet, effectivement, est un personnage d'ailleurs sur lequel je crois beaucoup reste à faire, hein, parce que en vérité peu de choses, à ma connaissance encore sur un plan historique, hein, concernant son action ont été écrites. Hein. Et en particulier, toute son action de garde des Sceaux serait sans doute très intéressante, parce que il a dû avoir des problèmes de conscience assez considérables, Alors Jean-Luc Enaudi, pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle le titre de votre livre, c'est La bataille de Paris, 17 octobre 1961, paru au Seuil. Alors j'aimerais qu'on revienne donc sur ce jour précisément, sur ce qui s'est passé, les témoignages que vous avez recueillis. Ce qui s'est passé, si vous voulez, pour aller à l'essentiel, ce à quoi on assistait, ça a été au déchaînement d'une violence policière, en l'occurrence meurtrière, et avec une chasse à l'homme qui s'est généralisée, chasse à l'homme repérée en fonction de son apparence physique. Disons que la haine raciale a été le moteur de ces événements. Hein. Et donc il y a eu une violence généralisée, violence qui très souvent avait pour but de tuer. Hein. Ça s'est produit dans les rues de Paris, en banlieue, des rafles très nombreuses. Hein. Il y a eu officiellement plus de 10 000 Algériens, ou supposait-elle, qui ont été arrêtés. Les véhicules de police n'y suffisant pas, Papon a réquisitionné les autobus de la RATP avec leurs chauffeurs. Hein. Des lieux d'internement ont donc été réquisitionnés également, et en particulier le Palais des Sports. Hein. Le Palais des Sports, le Veldiv n'existait plus. Je suis bien sûr que si le Veldiv avait existé, il aurait servi.
Hein, ça n'aurait posé aucun problème à M. Papon. Hein. Mais le Veldiv n'existait plus en 61. Donc, il a réquisitionné le Palais des Sports à la porte de Versailles, qui servait habituellement à pour des concerts, des patins à glace, enfin, bon. Eh bien, là, en l'occurrence, il y a eu plus de 6000 Algériens qui ont donc été internés au Palais des Sports, ainsi qu'au Parc des Expositions, à côté. Et là, entre autres, ça a été le lieu de violences meurtrières, hein, commises contre des personnes qui étaient souvent déjà blessées. Et alors, chose très importante, hein, qu'il faut bien comprendre, c'est que ces manifestations devaient être absolument pacifiques. C'était quelque chose, c'était un ordre absolument impératif de la part de la direction du FLN, qui voulait, si vous voulez, ainsi faire la démonstration d'une, comment dirais-je, d'un caractère pacifique. Hein. Ils avaient perçu que ces attentats avaient dressé une grande partie de l'opinion française contre eux et ils voulaient essayer disons, de regagner cette opinion. Bien. Et il n'y a pas eu d'affrontement. Hein. Il ne faut pas avoir l'idée de cortège de manifestants s'affrontant à des forces de police. Non, c'est pas du tout ça qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est véritablement une chasse à l'homme. Hein. Et d'ailleurs, officiellement, il n'y a pas eu un seul policier blessé par balle. Et officiellement, il y a eu, en tout et pour tout, un policier qui n'a pas pu reprendre son service le lendemain. Et donc des arrestations massives, parce que les gens, eh bien, finalement, n'ont pas opposé de résistance. Et ils n'ont même pas eu le temps d'arriver à la manifestation en général, puisqu'ils ont été cueillis à la sortie du métro souvent. Il y a eu des cortèges proprement dit, il s'en est constitué quelques-uns, mais peu. Alors il s'en est constitué un, et c'est intéressant à observer, qui était parti de la place de la République, de plusieurs milliers de personnes, hein, hommes, femmes, enfants, qui est allé jusqu'à l'Opéra, donc en remontant les grands boulevards de Paris, là. Et puis en arrivant à l'Opéra, il y avait donc des barrages de police, donc le cortège a fait demi-tour, il n'y a pas eu le moindre incident. Hein. Bien. Des véhicules de police ont suivi le cortège et à un moment donné ont doublé le cortège. Et puis là, arrivé au niveau du cinéma Le Rex, eh bien, des policiers ont ouvert le feu froidement. Et puis ont chargé. Et là, il y a eu des gens qui ont été tués. Hein. Il y a eu aussi un cortège très important venant en particulier des bidonvilles de Nanterre, qui arrivait au niveau du pont de Neuilly, eh bien, a fait l'objet de tirs de la part des policiers qui étaient au pont de Neuilly. Et là aussi, il y a eu donc des tués. Hein. Un cortège a pu également se constituer pendant quelque temps boulevard Saint-Michel, mais enfin, pour l'essentiel, ça a été effectivement des rafles sur les gens qui présentaient l'apparence du Nord-Africain, si vous voulez. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu des Italiens, des Espagnols, qui ont été raflés. Mais la chose je trouve la plus abominable, c'est que c'est ces violences qui ont été commises sur des personnes qui étaient prisonnières, qui étaient sans défense, qui étaient souvent déjà blessées, et ça a été des violences tout de même extrêmes. Par exemple, il y avait la pratique de ce que les policiers eux-mêmes appelaient les comités d'accueil. C'est un nom déjà tout à fait particulier. Et qui consistait à ce que les Algériens qui descendaient des véhicules de police, eh bien, passent entre deux haies de policiers qui systématiquement les frappaient. Et qui les frappaient, en l'occurrence au Palais des Sports, avec la volonté de tuer, on peut dire, parce que quand on frappe sur les têtes, sur les parties sexuelles, tout de même,
hein. Et il y a eu effectivement un certain nombre de personnes qui sont mortes dans un lieu comme le Palais des Sports, soit des suites des blessures qu'ils avaient eues auparavant, hein, soit victimes dans les lieux mêmes. Alors Jean-Luc nous dit aujourd'hui, vous venez de retrouver Gérard Grange, que vous connaissez bien, puisque Gérard Grange a été appelé à témoigner au procès que vous a intenté Maurice Papon au mois de février. Gérard Grange, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez à l'époque à Paris séminariste, élève infirmier, et vous avez été réquisitionné pour aller au Palais des Sports. Alors, qu'avez-vous vu ce soir-là? À peu près ce que vient de dire Jean-Luc. Bon, quand il m'a interviewé, il m'a fait remonter à la mémoire un certain nombre de faits que j'avais occultés, comme Pisani, si vous voulez. Et il y a des choses on ne croyait pas, alors on n'en parlait plus, on ne parle plus du tout. Oui, moi, au Palais des Sports, j'ai vu le comité d'accueil. Enfin, c'est absolument stupéfiant. Enfin, il y avait des policiers en tenue et des policiers en civil. Certains avaient des planches, vous savez, des planches en bois. Et remonter le type qui est entre les deux jambes, oui. Et quand il tombait à terre, il tapait sur la tête. C'est assez effrayant à voir. Et ça a duré des heures. J'ai vu ça dans des heures. Et bon, j'ai rencontré un capitaine de l'armée française que je ne connaissais pas, qui a pris avec un autre séminariste qui était avec moi. Il nous a menés voir dans un dépôt de balai, si vous voulez. On a vu 9 corps par terre morts, quoi. Voilà, c'est une des choses que j'ai vu. J'ai assisté à un mitraillage aussi d'Algériens dans les toilettes improvisées, vous voyez. J'ai vu aussi j'ai servi à porter des brancards d'Algériens qui avaient été torturés, quoi. On entendait hurler, nous. C'était quand même pas. On savait très bien ce qu'il y avait, quoi, si vous voulez. Mais on était tellement choqués qu'il a fallu que Jean-Luc me fasse accoucher un peu de tout ce que je suis en train de vous dire pour le remettre en mémoire. Et ça a été un choc effroyable parce qu'on a été réquisitionnés, si vous voulez, parce qu'on était simplement des futurs infirmiers militaires. Et on avait demandé à ce qu'il y ait une trentaine de gars au début, autant que possible séminaristes, quoi. Et comme c'était la rentrée de septembre de l'armée, il y avait beaucoup d'étudiants et beaucoup de séminaristes. Nous étions 45 séminaristes à l'école de Vincennes. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé un certain nombre de séminaristes, dont un dominicain d'ailleurs, qui a un peu mené notre groupe après, et qui nous a fait écrire des témoignages que Jean-Luc a retrouvés d'ailleurs. Et voilà. Alors quel écho justement ont eu ces témoignages à ce moment-là? Ce que vous avez écrit, qu'il a lu, et qu'en a-t-on fait? Nous avons demandé d'abord un rendez-vous avec le colonel, par la voie hiérarchique, et on a demandé qu'on soit entendu. On a été écouté, mais pas entendu. Voilà. Alors après, nous avons prévenu l'aumônerie générale des armées, qui dépendait du cardinal Feltin à l'époque, et on nous a envoyé sur l'aumônier de Vincennes, qui nous a répondu. Il avait fait un camp de concentration, lui. Et il a dit, vous êtes un peu des famelettes, quoi. En gros, ça revenait à ça. Vous vous laissez impressionner, et vous savez, vous allez partir en Algérie. Là, quand les classes seront finies, que vous avez votre diplôme d'infirmier, vous en verrez d'autres. Et, si vous voulez, j'ai téléphoné, moi, au prêtre de ma paroisse, qui était le père Galochet, que pas mal connaissent. Et Galochet m'a dit, prends une perme, descends, je t'obtiens un rendez-vous chez l'évêque. Il m'a attendu à la gare, il m'a mené chez l'évêque le matin même. Et c'était Monseigneur Lally, vous savez, un très grand pontife. Il m'a dit, mon cher ami, mais vous en verrez d'autres dans la vie. Et puis d'ailleurs, si c'était vraiment ça, on l'aurait su. Et ça, c'est le maître mot, ce que j'avais à dire. Oui. On l'aurait su, personne ne savait, quoi. Alors justement, Jean-Luc Enaudi et Gérard Grange dit qu'on lui a répondu « on l'aurait su ». Alors, qu'y a-t-il eu dans la presse? Quelle recension a été faite de ces événements le jour suivant et les jours d'après? Et puis, autre question, peut-être d'abord sur le bilan. Le bilan officiel, vous le rappeliez tout à l'heure, c'était, je crois, 3 morts. Hein. Et vous donnez le chiffre de 200 victimes, peut-être même plus, dites-vous. Alors, sur quel témoignage, sur quel document vous fondez-vous pour donner ce chiffre? Oui, alors, à l'époque, dans les jours et les semaines qui ont suivi, la Fédération de France du FLN, qui, encore une fois, quadrillait de près l'immigration algérienne, avait fait
un recensement. Hein. Et petit à petit, des informations lui sont arrivées. Hein. Et finalement, il y avait plus de 300 morts et disparus. Parce que un des problèmes, c'est qu'il y a eu un grand nombre de disparus. Hein. Personnes, eh bien, voilà, dont on ne savait pas ce qu'elles sont devenues. Le problème, c'est que un grand nombre de ces disparus, aujourd'hui, ne sont toujours pas réapparus. Hein. Et je dois dire qu'une des questions qui continue à se poser, c'est de savoir ce qu'on a fait d'un certain nombre de corps. Par exemple, les cadavres dont vient de vous parler Gérard Grange, hein, eh bien, on n'en trouve trace nulle part. Et pourtant, il les a vus, lui. Qu'est-ce qu'on en a fait? La question continue à être posée. Hein. Alors, il y a eu, par exemple, la pratique des noyades. C'est-à-dire que parmi les crimes qui ont été commis ces jours-là, eh bien, il y avait le fait de jeter les Algériens du haut des ponts de Paris et de la banlieue. Hein. Eh bien, un certain nombre se noyaient. Hein. Des corps sont réapparus dans les jours et les semaines qui ont suivi. D'autres, il est très possible que d'autres qu'on n'ait pas retrouvé d'autres corps. Hein. Mais ça s'est étendu sur des semaines, vous comprenez. Hein. Ce qui fait que de toute façon, le recensement a été extrêmement difficile. D'autant plus difficile qu'il y avait encore une fois une volonté d'étouffer. Hein. Donc, premier élément, c'est le recensement effectué par la Fédération de France du FLN. Bon, c'est une source parmi d'autres hein, qui demande à être prise en considération. Bon. Autre élément, il y a eu plusieurs témoignages faisant état d'un massacre dans l'enceinte même de la préfecture de police. Hein. Des policiers sont venus dans la nuit même informer Claude Bourdet, qui était rédacteur en chef de France Observateur à l'époque, pour lui dire qu'une cinquantaine d'Algériens venaient d'y être tués dans la seule cour de la préfecture de police. Cette information a été reprise, mais c'était une autre source, policière elle aussi, mais différente, hein, dans un texte qui était signé par un groupe de policiers républicains. Hein, et l'auteur de ce texte, Émile Porzer, est venu témoigner au procès que m'a intenté Papon. Hein, et dans ce texte, cette même information était mentionnée. Hein. Une troisième source fait également état de ce même massacre dans ce lieu-là, la préfecture de police. Bien. Ce qui fait que, si vous voulez, l'évaluation de 200 victimes, puis il y a ceux qui ont été, dont on peut trouver trace. Par exemple, dernièrement, j'ai pu consulter des archives de justice. Hein. Eh bien, tout de même, on constate une forte augmentation du nombre des noyés à ce moment-là, hein, à tel point que le procureur général de la Cour d'appel de Paris, eh bien, s'en était tout à fait alarmé. Hein. C'était quelque chose de très net. Bien. Alors, moi, j'ai évalué et j'ai publié dans mon livre une liste de tués, de personnes dont on sait qu'elles ont été tuées, et de disparus. Hein. Jusqu'à ce jour, je dois vous dire que concernant les disparus, je n'ai eu connaissance que d'une personne que j'ai pu rencontrer et qui m'a expliqué pourquoi elle était considérée comme disparue. Il avait été emmené au Palais des Sports où il a vu des choses tout à fait aussi horribles que celles dont vient de parler Gérard Grange. Et ensuite, il a été interné dans des camps contrôlés par l'armée en Algérie. Hein. Et ça jusqu'au mois de mars 1962. Bien. C'est le seul cas dont j'ai connaissance de personnes considérées comme disparues qui soient toujours vivantes. Bien. Donc, si vous voulez, le chiffre que je donne, c'est une évaluation. Hein. Et effectivement, sur la base des nouveaux témoignages que je reçois
tous ces témoignages vont constamment, si vous voulez, dans le sens d'une aggravation de la situation. En vérité, quand je parle de 200 victimes, c'est une évaluation basse. Hein. Je vais vous donner un autre exemple. Très récemment, quelqu'un qui s'appelle Gérard Monat, qui à l'époque était secrétaire général adjoint du principal syndicat de police de Paris, le syndicat général de la police, m'a indiqué qu'il avait eu connaissance immédiatement qu'à l'Institut médico-légal, plus de 100 cadavres avaient été amenés dans ce seul lieu, l'Institut médico-légal, et que les cadavres étaient d'ailleurs tellement nombreux qu'un certain nombre d'entre eux ont été rejetés à la Seine, qui passe là immédiatement à côté. Alors vous comprenez que par ailleurs, il y a eu des corps qui, les Algériens du Palais des Sports tués n'ont pas été emmenés à l'Institut médico-légal, ceux-là. Hein. Ceux qui ont été jetés dans la Seine, tous n'ont pas été ramenés à l'Institut médico-légal. Donc, au total, vous savez, de toute façon, c'est de l'ordre de dizaines de victimes. Et effectivement, moi, il m'est arrivé de dire que la réalité tournait probablement autour de 300. Hein. Mais il est nécessaire que des recherches se poursuivent et peut-être qu'on arrivera à avoir une connaissance plus précise des faits. Hein. Vous n'avez toujours pas accès à toutes les archives? Non, toujours pas. Je n'ai toujours pas accès aux archives de la préfecture de police ni aux archives du parquet de Paris. Jean-Luc Einaudi, je crois que vous avez remis en cause le résultat du rapport du conseiller d'État Dieudonné Mandelkern, qui lui avait été demandé par le ministre de l'Intérieur. Lui a eu accès aux archives et apparemment il revoit les chiffres que vous donnez à la baisse. C'est-à-dire que Dieudonné Mandelkern, qui donc est conseiller d'État, avait été chargé par le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement de faire un inventaire des archives de la préfecture de police sur ces événements. Bien. Et, comment dirais-je, archives auxquelles je n'ai pas accès, ça fait des années que je demande à pouvoir les consulter, jusqu'à ce jour, c'est impossible. Bien. Et dans le rapport qu'il a remis au ministre de l'Intérieur et dont on a eu connaissance par une fuite au Figaro, bien, si vous voulez, mon travail, sans que je sois nommé, mais mon travail se trouve mis en cause. Bon, alors, si vous voulez, j'ai réagi surtout par rapport à la méthode, parce qu'enfin, je considère que les chercheurs doivent avoir la possibilité de travailler sur les archives et par la liberté de recherche et de confrontation des travaux des uns et des autres, d'approcher, si vous voulez, la vérité historique. Hein. Or là, en ce qui me concerne, on me refuse l'accès à ces archives. Ce conseiller d'État ne se contente pas de faire un inventaire, mais, si vous voulez, reprend très facilement la version policière. Hein. Bien. Et en définitive, met en cause l'évaluation que j'ai pu faire du nombre de victimes. Donc j'ai considéré qu'il y avait là une démarche qui posait problème, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit cet article dans Le Monde. Et c'est à l'occasion de la publication de cet article que Maurice Papon, qui sans doute avait cru trouver là dans ce rapport des arguments en sa faveur, eh bien Maurice Papon a donc décidé de m'intenter un procès en diffamation. Alors, ce que vous disiez dans l'article était la même chose que ce que vous dites dans le livre. Alors, le livre est paru en 1991. Maurice Papon vous a intenté un procès en 1998. Et c'est seulement, ce procès s'est tenu au mois de février 1999. Et le substitut du procureur a qualifié ces événements de massacre. Donc, il a fallu attendre tant d'années
pour qu'il y ait une qualification à ces événements qui se sont produits le 17 octobre 1961. Alors, vous avez été relaxé au bénéfice de la bonne foi. Êtes-vous satisfait de ce qui s'est passé, du résultat de ce procès? Bien entendu, puisque Papon voulait me faire condamner pour diffamation. Bien. En vérité, vous savez, ce procès qu'il m'a intenté est indissociable du procès de Bordeaux. Durant lequel vous aviez témoigné. Voilà, c'est très important de rappeler tout de même que ce sont les parties civiles, hein, et donc les familles de victimes juives, hein, qui montent, par exemple Michel Slitansky, qui est à l'origine, hein, de la révélation de l'activité de Papon à Bordeaux, qui m'ont demandé de venir témoigner dans le cadre de l'examen de la personnalité de Papon sur l'activité de Papon, préfet de police. Ça me paraît très important à rappeler, ça. C'est les victimes juives qui ont voulu que soit connu le sort réservé aux victimes algériennes. Bien. Et alors, mon témoignage a eu sans doute un certain effet. Varro a déclaré publiquement qu'il n'était pas prêt à y répondre. Il a parlé de procès dans le procès, etc. Bon. Et donc, Papon a sans doute pensé qu'il lui serait facile de me faire condamner par la suite pour diffamation. Vous savez qu'il a introduit un recours en cassation contre sa condamnation pour complicité de crime contre l'humanité, et il espérait sans aucun doute que, en me faisant condamner pour diffamation, ça jetterait une ombre évidemment sur mon témoignage et par là même sur, disons, comment dirais-je, ce verdict même, parce qu'il aurait pu dire, voilà un témoignage qui a pu influencer dans un sens défavorable les jurés, etc. Bon, je crois que le calcul était là. Bon, et finalement, bon, ça a échoué. Ça a échoué pourquoi ? Parce que moi, si vous voulez, dès l'instant où j'ai su que Papon m'attaquait en diffamation, j'ai considéré que finalement c'était une bonne chose. Parce que ça pouvait permettre, de façon tout à fait inégalée, de parler de ces événements, en faisant venir un maximum de témoins des faits, pas comme Gérard Grange qui est venu témoigner. Tous les témoins qui sont venus ont été témoins des faits, hein, et je peux vous dire qu'il y a eu aussi des dizaines de témoignages et de documents qui ont été versés. Donc, si vous voulez, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu, si vous voulez, la confrontation d'un grand nombre de témoignages sur les faits avec le mensonge officiel, le mensonge de Papon. Ça a éclaté, si vous voulez. Hein, c'est quand même un procès qui s'est déroulé sur 4 audiences, hein, pour une affaire de diffamation, vous savez, c'est tout à fait important. Bon. Et donc, si vous voulez, disons, les faits sont apparus de façon massive, ce qui fait que, effectivement, le procureur de la République a reconnu l'existence d'un massacre. Il en a conclu néanmoins en demandant ma condamnation pour diffamation. Bon, heureusement, il n'a pas été suivi par le tribunal sur ce terrain, et je dois vous dire que le jugement, hein, qui a été rendu donc au mois de mars, là, le 26 mars, eh bien, est un jugement tout à fait fouillé, hein, sérieux, argumenté, de plus de 30 pages, hein, et qui a pris en compte de façon très importante les témoignages, les documents écrits, voilà. Donc, c'est un jugement très important parce que si vous voulez, d'abord, c'est un échec pour Papon. Hein, et donc c'est la première, si vous voulez, la première fois que se trouve reconnue implicitement, je dirais, la réalité de ce massacre. Alors, c'est vrai que je suis satisfait,
Mais d'une part, je considère que le travail du travail reste à mener, hein, de la part d'autres chercheurs, hein, parce que c'est une période sur laquelle beaucoup reste encore à étudier. De nombreux documents n'ont pas encore pu être consultés. Bon, et tout ça, ça fait partie de notre histoire, donc il faut s'y mettre. Mais vous savez, c'est quand même. Par exemple, je n'ai jamais éprouvé de joie ou de... Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des morts derrière tout ça, et que moi, ma démarche, dès le départ, ça a consisté à, si vous voulez, à ce que ces victimes-là soient reconnues, hein, pour elles-mêmes et pour, je dirais, leur descendance. Hein, parce que la question que ça pose, c'est quelle place, quelle reconnaissance on donne à la vie, eh bien de toute cette population originaire d'Algérie. Hein? Bien, est-ce que, oui ou non, on reconnaît? Hein? Est-ce que on considère que la vie de tout homme vaut celle de tout autre, hein, et que toute vie a une valeur égale à celle de toute autre vie, ou non, hein? La question, à mes yeux, reste posée. Bien. Et par ailleurs, c'est une reconnaissance, oui, mais enfin, qui survient 38 ans après les faits. Et dans un contexte où, tout de même, je comparaissais au départ en position d'accusé. C'est tout de même assez paradoxal, hein, tout de même assez paradoxal. Donc finalement, toute cette situation a pu se retourner, hein, et a permis de faire avancer les choses, mais on voit bien quand même à quel point cette lente avancée de la reconnaissance des faits n'a eu lieu que contre, disons, la volonté des pouvoirs publics ou en dépit d'eux. Mais en tous les cas, sûrement pas grâce à eux, jamais, à aucun moment, hier comme aujourd'hui. Et ça, c'est tout à fait intéressant d'ailleurs, parce que ça montre à quel point ce qu'on appelle, disons, la société civile, et je dirais les citoyens, les simples citoyens, à quel point leur responsabilité peut être grande, et à quel point leur action peut produire quelque chose. Hein. Je crois que c'est une des leçons qu'on peut peut-être tirer. Vous vous définissez d'ailleurs, Jean-Luc Hénaudy, comme chercheur citoyen. Alors, il nous reste 1 minute. Je voudrais soumettre un commentaire à votre réflexion pour finir. C'est un commentaire qui avait été fait dans La Croix par Henri Madelin, que vous connaissez peut-être, le 24 octobre 1997. Alors, c'était lors du procès de Bordeaux, où vous aviez été appelé à témoigner. Et Henri Madelin écrivait ceci, à propos de Maurice Papon. « Il n'a pas su dire non à un moment de sa vie, mais on peut aussi se demander pourquoi des hommes politiques lui ont dit oui quand il a été question de lui confier un Marocain. » Alors à votre procès, la raison d'État a été invoquée. Vous parliez tout à l'heure de ces morts sans sépulture à qui il faut redonner une mémoire. Alors aujourd'hui, comme cela s'est fait par exemple dans l'Église catholique à propos de la repentance, est-ce que vous pensez que ceux qui ont en charge l'État aujourd'hui doivent faire quelque chose, dire un mot sur ces massacres qui ont été occultés à l'époque? Alors écoutez, moi je pense que déjà, il faut que les conditions de la liberté de recherche puissent être réunies. L'accès aux archives, que les chercheurs sur ces événements ou sur d'autres puissent travailler librement. Hein. Voilà, première chose. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a eu un début de reconnaissance de ces faits. On reconnaît qu'il y a eu un massacre. Eh bien, il va tout de même falloir à un moment ou un autre que le pouvoir politique, à travers l'un ou l'autre de ses représentants, eh bien, dise quelque chose à ce sujet. Ça a tout de même eu lieu à Paris, cette affaire-là. Hein. On ne peut pas faire comme si on était au courant de rien. Hein. Donc, voilà, je pense que le problème est posé. Le problème est posé. Hein. Et à un moment donné, effectivement, tôt ou tard, il faudra que quelque chose soit dit
concernant ces événements. Je vous remercie Jean-Luc Hénaudier pour garder cette mémoire. Donc je conseille à nos auditeurs de lire votre livre. C'est La bataille de Paris, 17 octobre 1961, qui est paru au Seuil et qui a été réédité. Merci.